J'ai choisi de me focaliser davantage sur les soulèvements populaires qui ont eu lieu ces dernières années, en revenant entre autres sur le mouvement des Gilets jaunes, sur des mobilisations sociales qui posent la question justement de ces bifurcations. Et la façon aussi dont, donc bifurcation passé-présent au sens où il y a un rapport toujours entre le passé et ce que l'on vit dans la période contemporaine, et également parce que les passés, l'histoire sont régulièrement mobilisés et deviennent dès lors présents, ils nous deviennent en quelque sorte eux-mêmes contemporains. Alors, pour évoquer dans un premier temps justement ces bifurcations qui nous évoquent une part de notre histoire et en même temps veulent en quelque sorte dialoguer avec elle. Je voudrais repartir de ce tag apparu à Grenoble pendant le mouvement des Gilets jaunes en mars 2019. Il est temps de finir 1789. Donc comme si finalement la chaîne des temps se renouait en quelque sorte au travers de ces paroles qui portent un souhait parfois révolutionnaire ou de révolte, en tout cas de soulèvement, ça c'est une chose certaine. Donc partir dès lors du mouvement des Gilets jaunes, et je vais illustrer mon propos avec leurs mots, avec leur représentation, et dès lors avec leurs gilets, puisque le dos des Gilets jaunes forme un véritable texte social, culturel, politique, qui nous raconte justement un certain nombre d'espoirs d'émancipation, d'espoirs de justice sociale, fiscale, d'espoirs d'égalité et de reviviscence également de la démocratie. Je pense que celui que vous voyez en bas à droite, est particulièrement significatif justement des questions que nous nous posons de plus en plus aujourd'hui, notamment sur la démocratie. Est-ce que la démocratie représentative nous représente toujours ? Ce gilet qui nous dit « Nous sommes tous des femmes et des hommes politiques », tend justement à représenter la chose politique comme le bien commun, comme le fait de faire citer, et donc de réassocier la chose politique à tout un chacun et pas seulement à celles et ceux qui en feraient profession, qui seraient des professionnels de la politique. Le gilet qui se trouve à gauche nous dit « Ceci n'est pas un gilet jaune, c'est bien plus ». C'est évidemment une allusion à Magritte, ceci n'est pas une pipe, une sorte de mise en abîme du mouvement sur lui-même qui se regarde en train d'exprimer en effet ce qui est bien davantage qu'une simple chasuble de signalisation, mais qui agrippe en fait le temps présent pour dire une aspiration profonde. Quelle aspiration ? Alors là, il y a des déclinaisons extrêmement multiples et je pense que c'est justement important de revenir à ces documents, à ces photographies, à ces textes, à toutes ces représentations graphiques qui portent elles-mêmes une ambition, sinon artistique, du moins esthétique, pour aller à l'encontre aussi du dénigrement, d'un certain dénigrement médiatique tel qu'il s'est déversé sur ce soulèvement populaire. Et ça, en fait, c'est quelque chose dont on a l'habitude, historiquement. On sait, par exemple, que la Commune de Paris a suscité bien des sarcasmes, et plus encore, une véritable haine, un véritable mépris, qui traduisait d'ailleurs justement une sorte de condescendance aussi sociale. Alors, revenir à ces images, c'est repartir précisément des espoirs, des aspirations que ce mouvement a pu représenter et a pu exprimer, notamment en faisant référence, on va le voir à plusieurs reprises, à des figures artistiques, en l'occurrence le grand dessinateur essentiellement pour les enfants, mais enfin les adultes peuvent énormément l'aimer aussi, Tommy Ungerer, avec ces fameux 3 brigands qui venaient de mourir. Enfin, ce n'était pas les 3 brigands qui étaient morts, mais c'était Tommy Ungerer lui-même. Les 3 brigands peuvent lui survivre largement. Ce qui est intéressant aussi dans cette mobilisation, on a parlé, et le mot, je l'ai déjà aussi utilisé à plusieurs reprises, d'émancipation. Un soulèvement populaire, c'est toujours la volonté finalement de se donner une légitimité, de mesurer que la prise de parole n'est pas réservée à ceux et celles qui en sont familiers. La prise de parole, c'est déjà une forme de prise de légitimité, justement. Et donc, le fait d'avoir vu dans ce mouvement des Gilets jaunes beaucoup de chaînes brisées,
comme un geste de libération, c'est déjà tout à fait significatif justement d'une expression, d'une existence qui devient collective et qui devient sociale à partir du moment où justement on s'empare de lieux qui sont des lieux communs au sens du cliché, et on les transforme en des lieux communs ou des lieux du commun au sens d'une cité, au sens d'un bien commun. C'est ce qu'ont fait les Gilets jaunes, notamment avec les ronds-points, bien sûr, en occupant les ronds-points, en allant aussi dans des endroits qui étaient insolites. Et donc le fait par exemple de manifester sur les Champs-Élysées, c'était en soi assez subversif et quoi qu'il en soit très politique. Et donc je pense, donc j'y suis, c'est aussi tout à fait révélateur de cette idée que voilà, il y a une appropriation d'un espace social, d'un espace public qu'on avait pu déjà retrouver dans le mouvement de Nuit debout, j'en reparlerai, avec le sentiment aussi que dans le système socio-politique dans lequel on se trouve, et notamment le fait que des mouvements sociaux comme celui-ci puissent faire l'objet d'une certaine forme de répression policière, mais aussi répression judiciaire et carcérale. En fait, on n'a jamais vu un mouvement social qui ait été à ce point réprimé, en tout cas depuis la guerre d'Algérie, puisque il faut quand même se rappeler qu'il y a eu quelques 1000 condamnations à des peines de prison ferme pour les Gilets jaunes, et puis il y a eu plus d'une trentaine de personnes qui ont été très grièvement blessés, on le sait, hein, qui ont perdu un œil, un membre, qui ont été mutilés, éborgnés. Donc le sentiment que cette fameuse Marianne au bonnet phrygien est elle-même balafrée et que cette blessure, cette manière justement de la représenter graphiquement, c'est aussi une blessure infligée à la démocratie et à la République. Alors, dans le festival qui nous permet de nous rencontrer, il y a aussi cette idée d'une circulation dans toutes ces bifurcations entre les thématiques, entre la thématique environnementale, la justice environnementale, la justice climatique, mais aussi la justice sociale. Et ce qui est frappant, c'est que contrairement à ce qu'on dit beaucoup de médias au sujet du mouvement des Gilets jaunes, qui, on s'en rappelle, a en effet démarré dans une opposition à la taxe carbone, ça ne signifiait en aucun cas que ce mouvement aurait été opposé à cet enjeu si décisif de la justice climatique. On a pu le voir dans de nombreuses plateformes revendicatives, dans de nombreuses assemblées, de nombreuses discussions menées par les Gilets jaunes, associer précisément ces différents thèmes, tout en revendiquant leur lien étroit. Comme on le voit ici, transition écologique, stop évasion fiscale. Donc une manière de décaler en quelque sorte le propos habituel sur le fait que voilà, c'est à tout un chacun, en remplissant sa voiture d'essence, de payer pour justement les enjeux climatiques, mais de pointer du doigt ce que aujourd'hui les Pandora Papers nous révèlent encore davantage sur ce que certains appellent l'optimisation fiscale, mais qui est bien davantage de la fraude ou de l'évasion fiscale pour une grande partie d'entre elles. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce lien entre les différentes causes, entre les différentes mobilisations, n'a cessé d'être tissé, noué, du côté des Gilets jaunes. Pas de justice climatique sans justice sociale, mais la justice climatique est bel et bien présente, avec la volonté finalement d'entremêler les couleurs des gilets, comme on le voit ici, gilets jaunes, rouges, verts, on l'aime, notre planète bleue. Donc une sorte de syncrétisme, une sorte de creuset des luttes, des mobilisations pour rappeler qu'en aucun cas il n'y aurait de cloisonnement, il n'y aurait de dissociation entre ces perspectives. Comme on le voit encore ici, la planète bleue a besoin de jaune pour redevenir verte. Donc il y a aussi cette dimension poétique dans l'expression de cette combinaison entre les différents mouvements sociaux à l'œuvre au cours de ces dernières années et qui opèrent en effet des bifurcations dans une aspiration qui, évidemment, quant à elle, n'est pas nouvelle, le partage des richesses. Mais voilà, comme tout mouvement social, celui-ci est un révélateur, est un catalyseur, en fait. Il a permis de mettre au jour des situations souvent de grande précarité. Voilà, alors là, on pourrait multiplier par dizaines, voire centaines, ce genre de gilets où on voyait
les personnes affichaient leur statut, leur métier, leur situation dans la vie, retraités en colère, routiers en colère, précaires en colère, infirmières en colère, etc. D'ailleurs, les personnels soignants ont été très mobilisés pendant ce mouvement. Et c'était évidemment bien avant la pandémie qui nous a affectés à l'échelle mondiale, mais qui déjà était une forme d'appel, au même moment, une sorte de SOS, un des SOS qu'on voyait également s'allumer grâce aux fenêtres éclairées de certains hôpitaux. Donc, les infirmières, comme on le voit par exemple sur cette photographie, étaient aussi mobilisées. Et donc, ce qui est intéressant dans ces mouvements sociaux, ainsi que je l'indiquais à l'instant, c'est leur dimension de révélation, en donnant la parole à celles et ceux qui en général ne l'ont pas ou ne la prennent pas, en mettant de la lumière et en donnant de la visibilité à celles et ceux qui en général sont invisibles et qui là choisissent précisément de se révéler au grand jour, hein, comme on le voit ici avec, ça fait le lien avec ce qu'on entendait précédemment grâce à Alexandre sur la sororité, la place des femmes. Parfois, elles ne se réclament pas forcément du féminisme organisé comme tel et pensé comme tel pour se mobiliser, en tout cas comme femmes, spécialement. Et on le voit aussi, par exemple, avec ce gilet-là, ni les femmes, ni la terre ne sont des territoires de conquête, avec cette volonté, là aussi, d'entremêler les différentes dimensions de ces mobilisations et de ces aspirations à lutter contre toutes les formes de violence, les violences faites aux vivants, les violences faites aux femmes, notamment via les féminicides. Et alors ce qui est vraiment intéressant et qui a un aspect presque cocasse, comme on le voit sur cette photographie, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, finalement, il a mobilisé des catégories extrêmement diverses, hein, de ce point de vue, même s'il y a bien des divergences, bien des contrastes avec la mobilisation de mai-juin 1968, mais en tout cas l'un des points communs, c'est que justement il y a de très nombreuses catégories qui se sont mobilisées, qui sont sorties dans la rue, y compris comme en 1968 où il y avait des prêtres, il y avait une partie des chrétiens, des catholiques aussi, qui se mobilisaient en 1968, pas tous, hein, il y a eu des tensions très fortes, mais voilà, c'était intéressant de voir que certaines figures ont pu émerger en se revendiquant justement d'une solidarité, en l'occurrence ici avec ces paroissiens, et donc avec une forme aussi de justice et d'égalité. Et puis, alors je parlais d'une poésie, mais je parlais aussi en fait de modalités d'expression qui ne manquent jamais en fait d'humour, de jeu avec les mots, de jeu avec justement la capacité à faire corps, hein, on en a parlé, hein, l'importance du corps dans les mobilisations et dans l'écriture également, c'est tout à fait fondamental. Hein. Donc ici, par exemple, cette idée qu'il y a trop de souffrance. Dans cette souffrance, les pauvres sont du même groupe sanguin, avec ce jeu de mots autour de sanguin, ou encore dans quel monde vit-on. Donc cette capacité à jouer, justement, qui est essentielle dans ce mélange de jeu et de sérieux, hein, dans ce mélange qui dénote justement une capacité d'expression qui se veut originale aussi et en même temps qui s'inscrit dans une longue histoire de la créativité de ces mouvements sociaux et là aussi, dans une certaine mesure, une certaine généalogie, une certaine filiation peut s'opérer avec 1968. Hein, on aura d'autres exemples de justement ce caractère un peu presque post-situationniste avec cette façon de jeter poétiquement des mots sur les murs et sur les gilets, tout en s'ancrant dans une histoire. Hein, vraiment, comme on le voit ici, il est écrit « Nous sommes des hommes et des femmes qui avons décidé ensemble de ne plus vivre à genoux et de refuser d'être instrumentalisés ou marchandisés. L'histoire et nos enfants nous jugeront. » L'histoire et nos enfants nous jugeront. On peut parler ici d'une forme d'historicité. Alors le mot peut paraître un peu lourd, mais il me semble qu'il est assez ajusté pour rendre compte de la conscience de faire l'histoire, de la conscience de se situer dans l'histoire et d'être à l'articulation, évidemment, entre passé, présent et futur. Il y a quand même justement une sorte de retour vers le futur, comme on pourrait le dire, en passant par le passé.
cette idée de la dignité, de la fierté, de cette manière aussi de s'ancrer dans une longue histoire des mobilisations sociales où le peuple réapparaît vraiment comme tel, c'est-à-dire comme une catégorie politique qui veut véritablement faire coïncider le peuple et la démocratie. La démocratie, on le sait bien, ça veut dire pouvoir du peuple, mais en fait, le peuple est souvent absent, voire absenté dans la démocratie en question. Donc moi j'aime pas beaucoup, on n'a pas eu le temps d'en discuter, mais le terme de populisme, parce que je trouve qu'il est d'emblée dénigrant, enfin en tout cas ça mériterait, enfin c'est une catégorie qui mériterait d'être discutée, mais moi il me semble pas que par exemple dans ce genre de mouvement il y ait du populisme. En fait ce qu'il y a c'est du peuple, c'est quand une partie de la population c'est pas forcément une entité politique, hein, c'est d'abord une entité purement démographique qui peut se réduire à des statistiques, mais quand une partie de cette population décide de faire peuple, de devenir un peuple, en se mobilisant pour une forme de ce qui est considéré comme du bien commun, avec cette question-là de la dignité quand même, qui se pose encore une fois beaucoup ici, résistance, mot inventé pour éviter aux hommes de vivre à genoux. Et donc, le collectif, voilà, qui est très présent. En fait, ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, par exemple ici avec ce slogan qu'on a beaucoup vu apparaître et qu'on a vu réapparaître ensuite dans d'autres mobilisations sociales, fin du mois, début du nous, ou bien encore fin du monde, fin du mois, même coupable, même combat. C'est aussi vraiment la conscience en sortant dans la rue, sur les ronds-points, en se retrouvant en fait dans un groupe social qui fait du commun. C'est l'idée aussi de sortir de son isolement, bien évidemment, et de l'écrasement de l'individu sous le poids de toutes les contraintes qui pèsent sur lui ou sur elle. Donc, fin du mois, début du nous, j'ai trouvé que c'était tout à fait révélateur, tout à fait significatif de ce qu'est un mouvement social en général et de ce qu'a été ce mouvement en particulier, avec une méfiance de plus en plus grande à l'égard de certains médias. Et donc l'idée qu'il fallait aussi pouvoir s'en détacher de ces médias-là pour porter une autre parole en fait et se représenter soi-même, avoir sa propre médiatisation finalement dans et par le corps, dans et par les mots, avec justement ces mots d'ordre, etc., ces affiches, parce que le gilet en soi est porteur d'une parole. Et donc là, vous ne voyez pas forcément très très bien. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est moins le gilet, même si le gilet en soi, il est intéressant puisqu'il évoque la COP 21 et donc il évoque à nouveau ces liens entre justice sociale et justice environnementale. Mais c'est plutôt la pancarte « L'art pour les gens ». Parce que ça m'a fait penser vraiment à ce qui s'était produit en 1968 notamment. Le fait qu'à partir du moment où on prend le temps de s'arrêter, en fait, on prend le temps de faire autre chose que l'ordinaire des jours, eh bien, les capacités créatives et créatrices même, en fait, elles sont mobilisées. Et donc, en 1968, par exemple, on a eu beaucoup de grévistes qui se sont mis à peindre, à dessiner, à faire des poèmes, à écrire des poèmes, à les diffuser, à écrire des récits. On a vu, par exemple, chez Peugeot, à Sochaux, de grandes fresques qui étaient dessinées par les ouvriers eux-mêmes, qui étaient peintes par les ouvriers eux-mêmes. Et donc, ça, c'est une dimension qu'on retrouve dans le mouvement des Gilets jaunes, en fait, qu'on retrouve dans toutes les mobilisations qui entendent justement aussi produire de l'art et dire que l'art n'appartient pas qu'au musée, l'art doit descendre, les peintures doivent descendre des cimaises des musées et s'inscrire aussi dans la rue avec cette reprise assez fréquente du célèbre tableau de Delacroix, mais ajustée à la situation nouvelle, avec cette dimension un peu post-situationniste que j'évoquais tout à l'heure, dans les slogans affichés sur les rues, sur les murs des rues. Bon, par exemple, ici, on déclarera nos manifs quand ils déclareront leurs revenus, parce que la question de la justice fiscale et de la lutte contre l'évasion fiscale était déjà décidément très présente. 12 janvier, pardon, j'ai pas mis la date, mais vous en doutez bien, c'est 2019. Et puis aussi, face aux petites phrases, en l'occurrence celle du chef de l'État, Emmanuel Macron, cette manière de cartographier finalement ces phrases, de retourner le stigmate, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les mobilisations sociales, retourner le stigmate. Ah, on nous traite de fainéants, ah, on nous traite d'illettrés,
Les gens qui ne sont rien, vous vous souvenez sans doute de cette formule qu'avait employée Emmanuel Macron dans une gare. Une gare, ce sont des gens importants. Je ne sais plus exactement quelle était la formulation. Et des gens qui ne sont rien. Donc se réapproprier en retournant le stigmate. On l'a vu beaucoup dans le mouvement des Gilets jaunes. Par exemple, quand Emmanuel Macron avait dit aussi oui, Jojo le gilet jaune, avec une touche évidemment de condescendance. Et donc beaucoup de Gilets jaunes se sont auto-désignés comme des Jojo, Jojo le gilet jaune, affreux Jojo, etc. Et puis, on a vu fleurir, alors là, je pourrais démultiplier les exemples de ce type, mais justement, une forme aussi d'humour, presque d'autodérision aussi sur ces gilets jaunes, qui sont face à des forces de l'ordre qui ont pour ordre justement de maintenir l'ordre, voire de rétablir l'ordre. Mais tout ça ne manquait pas d'humour, comme je ne sais pas si vous voyez très bien, mais jaune, jaune, jaune. Donc ils sont un peu obsédés tout à coup par cette couleur. Ce qui n'a pas empêché aussi d'avoir des représentations, somme toute, qui visaient, puisque c'est ça aussi qui nous intéresse dans ce festival, c'est travailler justement sur ces représentations et sur les bifurcations qui nous amènent à réfléchir à ce qu'est notre monde tel qu'il s'impose un peu. Donc cette image de ces forces de l'ordre qui entourent un festin, une forme de banquet pour quelques happy few, pendant que un peuple, une partie du peuple en tout cas, se mobilise autour d'eux et observe, parce qu'il s'agit aussi de ça dans un mouvement social, c'est de faire le bilan, de faire un certain nombre de constats sur ce monde-là. En réalité, ce dessin n'est pas forcément très loin de la réalité. Ça, c'est une photographie prise à Rouen pendant le mouvement des Gilets jaunes. On sait que les forces de l'ordre ont été amenées à protéger tout spécialement les lieux du pouvoir économique. Et dès lors, il s'est agi aussi de prendre la mesure, ce qui n'était pas le cas pour la plupart des Gilets jaunes, pour qui c'était souvent la première fois qu'il s'agissait de manifester, de prendre la mesure de la répression, justement, avec ses yeux crevés. Donc là, c'était une reprise, en fait, d'un mot d'ordre qui était déjà ancien, qu'on avait entendu déjà précédemment, mais qui a été repris à cette occasion, et se dire, je ne suis pas une cible. Et donc, essayer par son corps, y compris une certaine forme d'humour un peu décalé, de se protéger, mais aussi de protéger les autres autour de soi de cette répression, pendant qu'on n'oubliait pas d'autres mouvements, d'autres occasions. Et c'est tout particulièrement le moment aujourd'hui même de citer cet exemple. Je suis Rémi Fraisse, puisque aujourd'hui même à Sivins, là où est mort Rémi Fraisse, le 28 octobre 2014, il y a une journée en sa mémoire. Il a été tué, vous vous en souvenez, sur la ZAD, la zone à défendre de Sivins, tué par le tir d'une grenade offensive lancée par un gendarme. Donc, en fait, dans ces mobilisations, il y a des effets d'écho entre passé et présent. Comme on le voit ici sur cette banderole, pas de retour à la normale, qui est évidemment une manière de se référer à l'un des slogans de 1968 et tout particulièrement de juin 1968, au moment de la campagne électorale, quand beaucoup s'opposaient à ces élections en disant qu'elles étaient au minimum un piège à moutons, voire un piège à cons, selon le slogan dont on se rappelle bien. Et ce qui est aussi intéressant, et là en termes de bifurcation, ça me paraît tout à fait fondamental, c'est de rappeler qu'une partie des Gilets jaunes ont décidé d'expérimenter une autre forme de démocratie que la démocratie représentative, une démocratie jugée démocratie directe par des assemblées qui se sont appelées les assemblées des assemblées, avec des délégués eux-mêmes mandatés, comme on l'a vu dans plusieurs endroits. Ici c'est à Commercy, mais ça s'est aussi passé à Saint-Nazaire, à la maison du peuple de Saint-Nazaire, ça s'est passé à Montceau-les-Mines, également à Montpellier et un peu plus tard à Montreuil. Donc avec toujours cette insistance sur le refus de la résignation, finalement. Depuis les années 1980, vous vous souvenez, quand Margaret Thatcher et bien d'autres à sa suite ont dit il n'y a pas d'alternative.
il y a eu une sorte d'assignation à la résignation. Et donc, les mouvements sociaux, à partir du moment où on sort justement de sa réserve, où on sort de son isolement, et où on descend dans la rue ou dans des lieux qu'on transforme, comme je le disais tout à l'heure, en lieux communs, en lieux du commun, en lieux partagés, eh bien, il y a justement une lutte contre cette assignation à la résignation, ce refus de la passivité, qui est toute l'essence même du protagonisme politique, hein, dessiner des chemins d'émancipation. C'est commencé par là, avec des choses qui sont de l'ordre de l'existence, hein, comme on le voit ici, je suis pour l'augmentation du goût de la vie, une manière, encore une fois, de jouer sur les mots, où le coût, la logique comptable, la logique de profit a été remplacée ici par une logique davantage de l'existence et du soin pris à l'existence. Donc c'est pas rien, en fait, que ce monsieur en Corse ait affiché sur son gilet le mot « espoir », même s'il s'agit évidemment de donner consistance à cet espoir. Alors, la deuxième dimension que je voulais évoquer avec vous, c'est ce qui s'est passé finalement quelques mois plus tard, avant que la mobilisation soit arrêtée net par la pandémie. C'est la mobilisation qui a eu lieu à l'hiver 2019-2020 contre la réforme des retraites. Parce que ce qu'elle a d'intéressant, cette mobilisation, c'est qu'elle a puisé en fait dans différentes traditions. Elle a repris un certain nombre d'éléments qu'on a vus chez les Gilets jaunes, mais c'est aussi toute une histoire qui a été réactivée au travers de cette mobilisation, davantage évidemment mise en œuvre par des syndicats, mais dans lesquels se sont reconnus bon nombre de protagonistes. Avec une manière de clin d'œil de se référer à l'histoire, comme on le voit ici avec ce poilu de la Première Guerre mondiale, on ne sonnera pas la retraite. L'idée aussi qu'on est face à un moment justement tournant, pour reprendre le terme de bifurcation, hein, la casse du siècle. Voilà, c'est le sentiment qu'on est à la croisée des chemins et que c'est pas le casse du siècle, mais la casse du siècle. Et les liens, encore une fois, les liens noués entre les différentes mobilisations, se sont remanifesté ici dans tous les sens du terme, comme on le voit par exemple avec cette pancarte « Écolo cheminot, même combat, vive le train, à bas l'écart Macron ». Beaucoup d'artistes se sont mobilisés pendant ce mouvement contre la réforme des retraites. Hein. Vous vous en souvenez sans doute, en particulier ce qui a beaucoup marqué les esprits, ce sont les danseuses et danseurs de l'opéra. Mais on a vu beaucoup justement d'artistes mobilisés comme tels, avec des collectifs artistiques. Bon là, je vous en ai montré et choisi un exemple parmi tant d'autres, pas de quartier, mais écrit avec cette orthographe-là, et l'art en grève, qu'on a retrouvé donc aussi chez les danseuses et danseurs, retraite à point, retrait des pointes, mais aussi chez bon nombre de musiciens. Avec aussi, dès lors, hein, d'un mouvement social, c'est l'occasion, comme je le disais tout à l'heure, de faire le point sur la situation, hein, de faire un état des lieux, en quelque sorte, des forces en présence et de la répartition aussi des richesses, y compris dans l'art qui préoccupe ce festival. Donc ici, moins d'argent pour les stars, plus de moyens pour l'art, la musique doit résister au marché. Et BAC contre la BAC, c'est aussi parce que ce sont des musiciens dans des conservatoires qui se sont mobilisés à cette occasion. Avec une forte insistance, puisqu'on parle de passé, présent, futur, hein, de l'articulation entre ces instances temporelles, une forte insistance sur la solidarité intergénérationnelle. Parce qu'au fond, les principaux concernés, ce sont ceux qui vont prendre leur retraite dans un certain nombre d'années. Et on a vu en même temps beaucoup de personnes plus âgées, et notamment des personnes qui sont déjà à la retraite et qui ne sont pas directement affectées par ce genre de réforme, reprendre une chanson célèbre, en l'occurrence Mon fils, ma bataille, qui devient ici Ma fille, ma bataille. Et donc, génération unie pour changer l'avenir. Ça, ce sont des éléments qu'on avait déjà trouvés dans un certain nombre de mobilisations précédentes, et on peut en effet remonter à 1968, mais qui a été beaucoup réactivé au cours de cette mobilisation-là, parce que évidemment la question des retraites, elle est forcément
elle engage forcément cette solidarité intergénérationnelle, avec toujours cet humour, le profiterole à l'œuvre, voilà, les jeux avec les mots, finalement une poésie de la chose politique, une poétique de la politique et vice-versa. Et toujours ce retournement du stigmate qu'on avait déjà trouvé chez les Gilets jaunes. Par exemple ici, bon, là, on nous parle beaucoup des casseurs, etc. Donc souvent, ce mot de casseur, il est réapproprié et retourné, renvoyé en quelque sorte renvoyé à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, comme on dit. Voilà, donc les casseurs de retraite. Et une certaine attention portée aux mots, par rapport aux mots des médias, par rapport aux mots utilisés et parfois usés dans une certaine logique médiatique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez relevé ça, mais par exemple, quand il y a des mobilisations sociales dans tel ou tel secteur professionnel, un certain nombre de journalistes, ou plus encore des éditorialistes, parlent de grogne. Voilà, la grogne. En fait, bon, la grogne, normalement, ça relève plutôt du registre animalier, voilà, ceux qui grognent, ce sont les chiens ou les cochons, mais donc on parle parfois de grogne dans ce registre médiatique, et donc voilà, retourner ça et dire ce n'est pas une grogne, c'est un soulèvement, c'est aussi accorder vraiment du poids aux mots, le fameux poids des mots qui n'est pas qu'un slogan, mais vraiment redonner de la consistance à ces mots, comme on le voit aussi ici avec ce jeu entre les mots, entre la grève qui est un arrêt du travail, une manière de suspendre le temps ordinaire, mais c'est aussi la grève au sens d'une plage à partir de laquelle on voit un horizon, et donc ça rejoint un peu notre affaire de bifurcation. Toujours avec une façon aussi de ne pas oublier le passé, par exemple de reprendre, on l'a vu beaucoup pendant cette mobilisation-là, de reprendre l'imaginaire visuel de 1968 avec ses pavés, mais ici transformé en caisse de grève, toujours pour des questions de solidarité. Et puis avec le même humour, et ça on a senti que dans cette mobilisation, encore une fois, le mouvement des Gilets jaunes, avec cette dimension très créative aussi, était passé par là. Alors, seuls ceux qui ont en tête la publicité, une certaine publicité pourront comprendre cet humour, mais en tout cas, voilà, Delevoye, assureur militant, comme les affaires passent, se succèdent en cortège, on n'a plus forcément bien en tête qu'au moment même de cette mobilisation, Jean-Paul Delevoye avait été, justement, il y avait une affaire justement autour de sa place dans les conseils d'administration d'hiver. Bon, alors là, je vous laisse découvrir par vous-même cette forme d'humour-là. C'est bon, vous voyez, je n'ai pas besoin de vous la lire. Voilà. Bon, je suis contente que ça fasse rire au moins certaines personnes dans cette salle. Très bien. Et l'art mobilisait aussi les livres, les bibliothécaires qui sont rentrés dans le mouvement social et qui ont choisi, comme c'est le cas ici, certaines œuvres littéraires ou des essais politiques pour les subvertir en quelque sorte ou en faire une reprise, déjouer un peu par rapport à leur usage premier. Et comme je le disais également, la présence finalement du passé a été très marquante avec cette façon déclinée comme un camailleux, comme un spectre, comme ça, sous tous les tons, toutes les couleurs, même si là vous avez des photographies en noir et blanc, de justement cet imaginaire visuel de 1968, les affiches de 1968 réajustées au temps présent. Et je vous parlais de ce mot d'ordre qu'on trouve vraiment déjà depuis plusieurs années, qui a été là aussi réactivé, fin du monde, fin du mois, même coupable, même combat, auquel ce jeune homme ici a ajouté fin de vie pour poser aussi des questions d'éthique et de déontologie. Avec toujours cette question de la dignité, le refus de l'assignation à la résignation que j'évoquais tout à l'heure. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu, selon la formule de Bertolt Brecht. Le sentiment aussi que du coup, le passé ouvre la voie à l'avenir, donc on va dans cette jolie photographie dite à l'avenir que nous arrivons. Et pour terminer, mais je voulais ouvrir un petit peu sur justement cette question de la place du passé
réactiver au présent pour ouvrir des chemins sur d'autres formes justement de démocratie, avec beaucoup d'allusions à la Commune de Paris, donc souvent sur le mode aussi de l'humour comme vous le voyez ici, moins de ah bah Jupitière, vive Louise Michel, plutôt Blanqui que Blanquer, moins de Jean-Michel, bon ça c'est une référence à Jean-Michel Blanquer aussi, plus de Louise Michel. Donc la Commune de Paris, et en l'occurrence comme tout au long de cette année, on a aussi célébré le 150e anniversaire de la Commune de Paris qui posait un certain nombre de questions majeures sur l'égalité, la justice sociale, sur la démocratie, une forme de démocratie directe, sur les biens communs, sur le refus de l'exploitation, du profit, sur l'auto-organisation d'un peuple qui avait décidé de s'auto-gouverner, donc de se gouverner lui-même. Eh bien, je voulais terminer par toutes ces références à la commune, mais une manière de faire vivre la commune. Il y a eu pendant 150 ans, en fait, cette formule empruntée à Jean-Baptiste Clément, la commune n'est pas morte. Bon, ça peut ne rester qu'une formule, mais il peut aussi y avoir une véritable consistance dans cette formulation-là. Faire en sorte que la commune soit toujours dans une certaine mesure vivante. Ça a été le cas, par exemple, à Commercy, dans la Meuse. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Commercy. Tout à l'heure, j'y ai fait allusion à propos des Gilets jaunes qui ont organisé une assemblée des assemblées. Mais en fait, dans certains villages alentours, on pratique justement une forme de communalisme. Une forme de communalisme, c'est-à-dire que ce ne sont pas un maire et un conseil municipal qui prennent les décisions, mais ce sont vraiment les assemblées populaires d'habitants qui prennent ces décisions. Et donc, à Commercy a été organisé ce qui s'est appelé une commune des communes en janvier 2020, avec des gens qui sont venus d'un peu partout dans le pays et même un peu de l'étranger pour rendre compte de leurs expériences justement d'auto-gestion, d'auto-organisation, des lieux rendus communs, indépendamment d'une logique de profit en fait. C'est ce qu'on avait déjà trouvé pendant Nuit debout, qui a posé un certain nombre de ces chemins, de ces horizons à imaginer. Vive la commune ici, comme on l'a vu en l'occurrence à Paris, mais on sait que le mouvement de Nuit debout a été présent dans beaucoup de villes de France, que revive la commune. Et puis, cette idée de la commune remobilisée, on la trouve aussi bien, alors vous connaissez peut-être le lycée Thiers de Marseille, qui porte le nom d'Adolphe Thiers, comme beaucoup, je ne sais pas si c'est le cas à Dieppe, je ne sais pas s'il y a une rue Thiers ou une avenue Thiers à Dieppe. Oui, alors je ne sais pas ce qu'on attend pour au moins la débaptiser, que vous soyez d'accord ou pas avec tout ce que je vous ai raconté là. Mais en l'occurrence, Adolphe Thiers, c'est quand même un sabre-peuple, comme on le disait dans la chanson La Semaine sanglante, les sabres-peuples. Il est quand même à l'origine du massacre de 10 à 20 000 femmes, hommes et adolescents pendant la semaine sanglante entre le 21 mai et le 28 mai 1871. Et donc régulièrement, en 68 c'était déjà le cas, mais des élèves et des personnels de ce lycée Thiers de Marseille décident de le débaptiser, souvent à l'occasion de mouvements, donc soit pour l'appeler lycée de la commune, soit lycée Louise Michel. Et puis on a vu refleurir aussi toutes ces allusions à la commune. Là, c'était en novembre 2020, c'était contre la loi sécurité globale. Là, c'était pendant le premier confinement, on a vu apparaître des banderoles qui faisaient allusion à la commune. Les gilets jaunes, dont j'ai parlé en première partie, n'ont pas manqué aussi de faire allusion à la commune, on le voit ici, ou en référence à différents mouvements sociaux qui ont marqué l'histoire de ce pays, 1871, donc la commune, 36, le Front populaire, et évidemment 68, ou encore dans ces gilets jaunes qui sont venus prendre soin de la tombe de l'un des grands artistes qui ont été membres de la commune, du conseil de la commune, ici Gustave Courbet, qui avait justement imaginé pendant la commune que l'art puisse être l'art pour tous, l'art pour chacun, que l'art soit aussi un art populaire et pas seulement un art réservé à une élite. Donc voilà, cette allusion à la commune, elle n'a cessé de se décliner ici. Ça, c'était pendant justement la mobilisation contre la réforme des retraites. Et cette idée de vivre la commune qui a été beaucoup posée. Et donc, c'est vraiment ma conclusion. Tout ça trouve aussi ses illustrations lointaines. Je veux dire lointaines au sens géographique du terme. Mais actuellement, il y a une délégation
de presque 200 zapatistes qui viennent du Chiapas au Mexique et qui justement ont décidé de s'organiser autrement et de faire vivre en quelque sorte la commune, même si ça ne fait pas partie de leurs références. Ils ont de toutes autres références historiques, des références indigènes, des références autochtones. Donc ce n'est pas à la commune de Paris qu'ils se réfèrent, mais au fond, c'est ça que ces femmes et ces hommes mettent en œuvre au Chiapas. Avec une autre manière d'organiser la démocratie, avec des assemblées dans les communes, dans les villages, qui prennent les décisions politiques, avec une déprofessionnalisation de la chose politique, avec une grande attention, puisqu'il y a en fait un turnover, des mandats qui tournent. On est mandaté pour 3 mois pour mettre en œuvre les décisions prises dans les assemblées. Un tout autre rapport au vivant, à la terre, mère, à l'enseignement, à l'art aussi justement, parce que il y a en fait tout un chacun contribue à cette dimension artistique, avec cette importance de ces principes-là que l'on trouve à l'entrée de tous les villages zapatistes dans cette région du Chiapas au Mexique. Donc il est dit ici que on entre en territoire rebelle zapatiste et que ici c'est le peuple qui décide et le gouvernement obéit. Voilà. Donc ça change un peu la donne, évidemment, par rapport à ce qu'on connaît habituellement. Et il y a un autre endroit dans le monde actuellement qui met en œuvre, avec des difficultés très, très graves et ô combien tragiques, puisque c'est la guerre là-bas, c'est au Rojava, qui met en œuvre donc, ces formes de ce qu'on appelle là-bas le confédéralisme démocratique. C'est au Rojava, donc dans le Kurdistan syrien, au nord de la Syrie. Et donc confédéralisme démocratique, précisément avec une auto-organisation populaire, des assemblées populaires, une place tout à fait considérable accordée aux femmes, pas seulement aux femmes combattantes. J'ai choisi ici de vous montrer quelques-unes de ces femmes, dont certaines sont kurdes et d'autres, comme c'est le cas d'Ivana Hoffman ou d'Alina Sanchez, sont des personnes qui ne sont pas du tout kurdes, qui ne sont pas du tout syriennes, qui ont décidé de se rendre au Rojava pour soutenir cette perspective. Et en fait, en l'occurrence, Ivana Hoffman comme Alina Sanchez ont perdu la vie dans les combats qui opposent le Rojava, notamment à Daesh et au gouvernement syrien. Et bon, c'est peut-être pas un très bon choix que de terminer, c'est vraiment la dernière image que je voulais vous montrer. C'est pas forcément un très bon choix parce que, puisqu'on parle de bifurcation, là, c'est pas forcément une image très optimiste, très porteuse d'espoir. Mais c'est vrai qu'il y a des tentatives. Il y a des tentatives diverses, en fait, d'échapper à l'écrasement du monde avec tout ce qui se passe justement dans les ZAD, dans les zones à défendre, en particulier celle de Notre-Dame-des-Landes. C'est pas du tout facile, évidemment. Il y a des tensions, il y a des divergences sur ce territoire. Mais ce qui est terrible, en fait, ce sont justement ce genre d'images. Quoi qu'on pense en fait de ces expériences, et on peut en discuter, mais qu'en fait toute zone d'autonomie, toute zone qui essaie d'échapper un tant soit peu justement à une certaine logique de concurrence, de compétition, pour vivre autrement, quelque chose de plus solidaire, eh bien fait immédiatement l'objet d'une répression au bulldozer dans les deux sens du terme et dans le sens le plus pragmatique du mot. Donc c'est aussi ça la réalité d'aujourd'hui qu'il faut peut-être interroger à l'aune d'une certaine violence qui est souvent pas là où le disent la plupart du temps les médias. Voilà, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas évidemment à poser des questions ou des remarques. Et après, je te donne. Merci beaucoup. Merci pour cette très passionnante intervention. Moi, j'étais très sensible au travail de montage entre les différentes occurrences textuelles. En fait, je trouvais assez magnifique en fait ce que vous avez opéré comme reconstruction d'un grand texte anonyme. En mai 68, on voyait les murs comme étant un livre urbain. Là, on voit les gilets comme étant aussi des pages d'un grand texte urbain. Donc j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et du coup, je me posais une question un peu presque de comparaison entre ces deux mouvements sociaux, parce qu'on a l'impression qu'il y a une tension permanente entre
l'idée que Nuit debout, le mouvement des Gilets jaunes, c'est un moment de prise de parole où des personnes qui peut-être n'ont pas l'habitude de parler ou qui n'ont pas une maîtrise de la parole publique entrent sur la scène de la parole. Et en même temps, une sorte d'anonymisation de la parole, où il y a quelque chose de collectif, donc personne n'est totalement auteur, c'est une parole qui n'est pas signée. Et en même temps, ce que vous avez dit aussi sur l'émergence du peuple, quoi. On a l'impression qu'à chaque fois, ce sont des moments de constitution du peuple, et donc cette constitution, elle se joue avec des espaces qui sont des espaces délibératifs, la commune des communes, voilà, des assemblées comme ça qui sont des sortes de scénographies de parole. Et du coup, j'avais un peu une question sur comment vous voyez cette différence entre les modalités de prise de parole en mai 68 et dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelle Boris Groby, très intéressant, sur une sorte de communisme impersonnel au moment de 68 et comment des écrivains, par exemple, avaient fait baisser leur autoricité dans la parole, enfin dans l'écriture. Et au contraire, du coup, cette destitution de leur propre parole était une manière d'entendre en fait une sorte de bruissement commun. Et là, en fait, dans le mouvement des Gilets jaunes, je crois, vous avez parlé de pas mal de collectifs d'artistes, mais il n'y a pas cette figure de l'écrivain comme étant centrale, aussi centrale que dans le mouvement de mai 68, par exemple. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà, je voulais vous poser, c'est un peu errant ma réflexion, mais j'avais envie de vous entendre sur ces deux occurrences. Alors, j'ai une très très bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'il est 16h et qu'on doit rendre la salle à 16h. Donc je ne sais pas comment procéder. Et la bonne nouvelle, c'est que le restaurant est ouvert. On peut peut-être juste entamer cette discussion dans le restaurant, faire un petit déplacement maintenant du coup, si ça vous va. Ouais. Merci. Merci.